Maladie à virus Ebola, les autorités plus que jamais décidées à gagner la guerre contre sa propagation. Aucun passager ne doit échapper au contrôle sanitaire, quelle que soit sa personnalité. Tel est le message fort livré par le président de la République en visite cet après-midi à Kourema, frontières Mali-Guinée. L'appui à l'assainissement du secteur de la microfinance au budget global, la conversion de la dette monétaire, la France met à disposition 72 milliards de francs CFA. Ces documents ont été paraphés ici à Bamako au ministère des Affaires étrangères. La Pal Santé fait une ouverture ce soir sur le centre de santé de référence de Kita où il existe une unité de rééducation fonctionnelle intensive. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Lutte contre le virus à Ebola. Le président de la République était ce matin au centre d'isolement et de traitement de la maladie Cisa Djikoroni-Para où il s'est entretenu avec le médecin malade d'Ebola. Son état jusqu'à aujourd'hui reste stable. Sur place, le chef de l'État a pu apprécier le travail des différentes équipes. Compte rendu, Amadou Sankaré. Voilà, donc je disais donc que le président de la République était ce matin au centre d'isolement et de traitement de la maladie Cisa Djikoroni-Para où il s'est entretenu avec le médecin malade d'Ebola. Son état jusqu'à l'heure où nous diffusons est stable et sur place, le chef de l'État a pu apprécier le travail des différentes équipes. Compte rendu, Amadou Sankaré. Reconnaissez-vous ces visiteurs? Eh bien, c'est le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État est venu constater le travail effectué par l'équipe du centre d'isolement et de traitement de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, ce centre a une capacité de 15 lits et les travaux de son extension sont en cours. Pour le chef de l'État, le travail de l'équipe est à saluer. J'ai vu là vraiment un travail sérieux, fabuleux, mené par une équipe responsable, consciente des enjeux, engagée, très fidèle au serment d'Hippocrate. Des hommes et des femmes de différentes nationalités, sous la conduite du professeur Sambasso, est en train ici de livrer un combat, je l'ai dit tout à l'heure, de médecins espagnols, pour l'humanité. Ça se passe au Mali, mais c'est l'humanité qu'il s'agit. Tant cette question est devenue une question universelle aujourd'hui. Et cela renforce, cette visite renforce mon optimisme et ma conviction que l'Ebola sera vaincu au Mali, Inch'Allah. Je dis désormais, le professeur Sambasso sera directement en rapport avec moi. C'est son contact, nuit et jour, quel que soit le moment. Le moment le plus émouvant de cette visite, c'est lorsque le président Keïta a eu des échanges avec le médecin malade d'Ebola. Le chef de l'État n'a pas manqué de saluer son courage. Je crois que ça a été un grand moment d'émotion. Son courage, sa combativité m'ont empêché de verser les larmes habituelles. Devant un fils aussi courageux, on n'a pas le droit de montrer quelque faiblesse que ce soit. Si tant est que pleurer soit une faiblesse, l'expression du cœur, de ce que l'on ressent pour l'autre. Et il nous a donné à tous aujourd'hui, du Mali et d'ailleurs, du monde entier, une leçon de courage. Il n'est pas courant. Il est même spécieux que un malade atteint de l'Ebola s'adresse de façon aussi claire, aussi simple, aussi courageuse au reste de son pays et du monde. Il nous a donné là aujourd'hui une belle leçon d'optimisme et de courage dans la douleur, dans l'adversité. Et je demande que tous les Maliens prient pour que ce jeune Malien puisse vaincre l'Ebola. Aujourd'hui, 80 agents de santé maliens ont suivi volontairement l'essai clinique du vaccin et les résultats sont attendus dans les tout prochains jours. Ici, le centre est doté d'un laboratoire de référence unique en Afrique pour faire l'essai clinique du virus anti-Ebola.
Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qu'on retrouvera au cours de ce journal. Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu cet après-midi à Kouré-Malé, à la frontière Mali-Guinée. Le chef de l'État était présent dans cette localité pour sensibiliser ses compatriotes sur le respect des mesures d'hygiène et de prévention contre le virus Ebola. Nos envoyés spéciaux reviendront au cours de ce journal sur le reportage de cet après-midi. Le gouvernement, lui aussi, à pied d'œuvre pour l'éradication définitive de la fièvre à virus Ebola. Le Premier ministre Moussa Mara a sillonné certaines entrées de la capitale. C'est ainsi qu'il s'est rendu à l'autogare de Djikoroni-Para et au poste de contrôle de Senou pour voir les dispositifs préventifs appliqués à ces niveaux. Abdul Karim Kaba était de cette tournée. S'enquérir de la bonne marche des dispositifs sanitaires et d'hygiène mis en place au niveau des différentes entrées de la capitale dans le cadre de la lutte contre la fièvre à virus Ebola, c'est le but de la visite du Premier ministre. Une visite qui a commencé par l'autogare de Djikoroni-Para. Ici, Moussa Mara a eu droit à des explications sur la méthode de travail des agents de la santé au niveau des villages et les routes qui relient le Mali à la Guinée. Avec les syndicats de chauffeurs, le chef du gouvernement a évoqué à son tour les comportements à adopter. Il a beaucoup insisté sur la collaboration des transporteurs. Au poste de Senou, Mara s'est prêté au contrôle avant de laver ses mains au savon. C'est un Premier ministre satisfait de l'application des mesures prises aux entrées de Bamako qui a quitté ses deux lieux. Nous avons vu qu'il y a une bonne collaboration sur ces plateformes, aussi bien à Djikoroni avec les chauffeurs, avec le dispositif sanitaire, avec l'équipe de la direction régionale de la santé. Ici aussi, les transporteurs qui aujourd'hui respectent ces consignes se prêtent de bonne guerre à tous ces contrôles. Les responsables de la santé, la sécurité, il y a une bonne volonté, c'est une bonne chose. Mais nous avons des faiblesses, il faut le reconnaître. D'abord, en termes de suffisance de nos effectifs, nous avons besoin de renforcer très rapidement dans les jours à venir les effectifs, aussi bien au niveau de la gare qu'ici et sans doute ailleurs, aux différentes entrées de Bamako. Ces mesures ne concernent pas seulement Bamako, mais un accent particulier est mis sur le cas de la capitale à cause des récentes évolutions. Aujourd'hui, nos efforts sont concentrés sur Bamako pour deux raisons. La première raison, c'est que les cas malheureux qui ont été identifiés l'ont été à Bamako, cette fois-ci, avec des contacts à Bamako, donc avec une zone de risque par rapport à la ville de Bamako et par rapport à un certain nombre de lieux. La seconde raison, c'est que Bamako, c'est aujourd'hui une mégapole. Même la cité administrative de Bamako, où plusieurs ministères travaillent, où il y a beaucoup de dizaines de milliers de personnes qui fréquentent tous les jours, fera l'objet de mesures particulières comme un certain nombre d'autres lieux. Moussa Mara pense qu'avec l'implication de tout le monde par rapport au respect des mesures préventives, la fièvre à virus Ebola sera éradiquée définitivement au Mali. Le ministre des Affaires religieuses et du culte était ce matin au siège de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique. Objectif, solliciter l'implication des imams dans la lutte contre Ebola. Les imams s'engagent. Ibrahim Tchokari, compte rendu. Guérir d'Ebola est possible à condition d'une prise en charge précoce et les religieux ont un grand rôle à jouer dans la lutte contre Ebola. C'est ce que voulait faire bien savoir le ministre des Affaires religieuses et du culte à la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique. Ils peuvent être un bon véhicule, un bon médium pour apporter l'information idoine, les encourager dans ce rôle qu'ils ont toujours joué dans le cadre de la sensibilisation de l'information. Aussi en ces périodes de lutte contre l'Ebola et de cette épidémie que nous connaissons, quel doit être leur rôle. Et ce rôle, ils l'assument. J'espère bien que le message passera. Ils se rendent compte de ce qu'ils représentent comme force en un seul vendredi sur l'ensemble du pays. Les religieux ne se sentent pas dépaysés puisqu'ils ont eu à intervenir par le passé dans la lutte contre certains fléaux dont le paludisme et le VIH-Sida. Ils entendent faire eux-mêmes contre Ebola. Ce que Dieu a créé, nous ne pouvons pas faire du déni et nier ce qui est, comme le soleil. Croire à l'Ebola aujourd'hui, c'est croire au soleil. Ça veut dire prudence,
un maire de sûreté. Et quels sont les axes de cette prudence? Ce que vous ne savez pas, demandez-le à ceux qui le savent. Les mosquées tiennent une place très importante dans notre société. Par conséquent, toute communication qui passe par ce canal a plus de chances à atteindre la cible. L'actualité sur un tout autre plan, voyons au Burkina Faso, on semble passer à la vitesse supérieure dans l'installation des institutions de la transition. Michel Kafando a été désigné tôt ce matin par un collège d'investiture pour conduire la transition. Le désormais président de la transition burkinabé est un diplomate de carrière âgé de 72 ans. Bref aperçu sur le processus de l'homme avec Sori Ibrahima Keïta. 4 heures de délibéré. Au Faso, on se hâte donc lentement, mais sûrement. C'est à lui qu'incombe désormais la lourde tâche de mener la transition pour un an. Michel Kafando, 72 ans, diplomate de carrière parfaitement bilingue, seul survivant de 3 secousses politiques consécutives, ayant entraîné autant de changements de régime de la haute volta au Burkina Faso. Incontestablement, l'homme dégage un profil idéal pour plaire à la communauté internationale. En tout cas, il bénéficie déjà d'un préjugé favorable auprès d'elle. Il reste l'une des figures majeures de la diplomatie du Faso pour avoir été ambassadeur, représentant permanent du Faso auprès des Nations Unies ou ministre des Affaires étrangères dans différents gouvernements et avant directeur de la coopération internationale ou des relations internationales pendant près d'une décennie. Né le 18 août 1942, il effectuera ses études supérieures de droit ou de sciences politiques à Dakar, Bordeaux, Genève et Paris, où il décrochera un doctorat précisément à la Sorbonne. Son credo du jour: regarder devant avec modestie, en espérant que l'exemple du Burkina Faso fera tache d'huile. Pour compléter Sori Ibrahima Keïta, la composition du gouvernement burkinabé est attendue d'ici demain. Comme dans ce pays, les choses se décident en pleine nuit. Ici à Bamako, le Mali et la France ont signé cet après-midi 4 conventions et ces conventions portent sur l'appui à l'assainissement du secteur de la microfinance, l'appui budgétaire global et la conversion de la dette monétaire et enfin sur un prêt de soutien budgétaire. Et le tout pour un montant cumulé de plus de 72 milliards de nos francs. Les documents ont été paraphés au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. Reportage Ibrahima Traoré, mais commenté ici par Mohamed Ould Mamouni. Bamako et Paris décident de renforcer leur coopération, un partenariat historique qui se matérialise davantage avec la signature entre les deux parties de 4 nouvelles conventions des montants de plus de 72,3 milliards de francs CFA. Le premier accord est un appui à l'assainissement du secteur de la microfinance. Le second, qui est relatif à l'appui budgétaire global, vise le financement partiel du programme économique et financier du Mali pour les années 2014 et 2015. La troisième convention concerne la conversion de la dette monétaire. Cet accord s'inscrit dans le cadre de l'annulation de la dette. C'est un montant total d'environ 42,5 milliards de francs CFA pour le quinquennat 2014-2019. La dernière convention est un prêt de soutien budgétaire, une enveloppe qui s'élève à 26,2 milliards de francs CFA. Cette montée en puissance des engagements de la France est d'abord le résultat de la confiance renouvelée du FMI suite aux efforts consentis par le pays en matière de gestion macroéconomique et de gestion de ses finances publiques. Et dans un contexte de relance économique et de réconciliation nationale, c'est là aussi une contribution au processus de stabilisation et de développement économique et social du pays. Au-delà de la signature de ces 4 conventions, je voudrais saisir l'occasion une fois de plus pour remercier le gouvernement et le peuple français pour leur appui multiforme à notre pays, à travers notamment l'opération Barkhane, l'appui que nous recevons dans le cadre de l'EUTM, mais aussi dans le cadre de l'amunissement
sans oublier sa contribution à la réussite de la 4e réunion de suivi de la conférence internationale des donateurs pour le développement du Mali tenue récemment à Paris en septembre dernier. Et pour la prochaine édition, nous espérons avoir le plaisir de recevoir ici en terre malienne le Premier ministre français en février. Au Mali, la France apporte notamment son appui à des secteurs comme l'énergie, la sécurité alimentaire, la microfinance et le secteur privé dans son ensemble. À travers ces signatures, le pays réaffirme son engagement à accompagner le développement du Mali. Voilà, chose promise, chose due, je le disais, le président de la République était cet après-midi à Kourémalé. Aucun passager ne doit échapper au contrôle sanitaire, quelle que soit, je dis bien, quelle que soit sa personnalité. C'est le message que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a livré au personnel de santé et aux forces de sécurité de Kourémalé. Le chef de l'État était présent dans la localité pour sensibiliser ses compatriotes sur le respect des mesures d'hygiène et de prévention contre le virus, et Ibrahim Boubacar Keïta a saisi l'occasion pour visiter les cordons sanitaires de Kourémalé. Envoyés spéciaux, Gaussou Touré et Bourama Traoré. Une visite de terrain aux allures d'une véritable campagne de sensibilisation sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. C'est l'exercice auquel s'est livré volontiers le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à Kourémalé, une localité située à une centaine de kilomètres de Bamako à la frontière guinéenne. Une visite ainsi schématisée. Acte 1, le village de Mungani à une dizaine de kilomètres de la ville de Kourémalé. Sur place, le chef de l'État a eu droit à une explication sur le dispositif sanitaire. Le nom du chauffeur qui est Mamadou Keïta, numéro de véhicule, il vient de Kourémalé, va à Bamako, précisément à Dravela, le nom de, le numéro de téléphone et la température. Et tous les passagers comme ça. À cette première étape de la visite, le chef de l'État a livré un message sans ambiguïté. Aucun passager ne doit échapper au contrôle sanitaire, dixit Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut être très très rigoureux, très très rigoureux. Makorba démissionne tout le monde. Il n'y a pas d'exception, quelle soit la personnalité, personne. Moi je viens de me souvenir de ça, donc personne d'autre. Le tronçon de Kourémalé comprend 3 cordons sanitaires dont celui des douanes, lequel a également reçu la visite du président de la République. Acte 2 de la mission présidentielle. Au niveau des douanes, ce sont des milliers de personnes qui sont contrôlées par jour. Chaque jour, nous pouvons recevoir directement plus de 2000 à 2500 passagers. Ouais, déjà pour le contrôle, ce n'est pas aussi facile. Mais quand même, nous parvenons tous les jours à les canaliser pour qu'ils puissent se faire contrôler. Il y a trop de poches d'entrée. Il y a des sites d'orpaillage. La route légale, elle est surveillée. Mais au moins, les sites d'orpaillage, c'est là où il y a des petits couacs. En ce moment, il faudra mettre en œuvre au moins des moyens pour faire face directement à cela. Le visiteur du jour apprécie les efforts fournis et encourage les forces de sécurité à plus de vigilance. Même message livré au personnel du centre de santé de Kourémalé, acte 3 et dernier de la visite du président de la République. Ici, le personnel médical abat un travail titanesque avec des moyens matériels et logistiques limités. Nous sommes obligés de prendre certaines mesures réglementaires pour que la frontière ne va quand même fermer, mais il faut qu'on ne soit pas surpris et faire rentrer et non les cas suspects et non les cas des contacts et aussi les cas probables. Au niveau de Kourémalé, on a eu 3 cas suspects qui ont été tous relevés négatifs et on les a libérés avec leurs contacts. À Kourémalé, la vigilance est accrue et les mesures de contrôle sanitaire sont renforcées. Mais pas question de fermer la frontière avec la Guinée, rappelle le chef de l'État. Chaque cas traité correctement et de manière approfondie, comme s'il y avait affaire à un malade avéré. C'est un message d'espoir à travers vous, de mise rapide du Mali à l'abri de cette affaire-là. Et nous le pouvons. Si chacun, dans son segment, fait ce qu'il doit faire avec perspicacité, avec détermination, avec rigueur, nous arriverons à bloquer cette affaire-là. Et assez rapidement. Question de discipline. Se laver les mains, se soumettre au contrôle de température. Surtout, vous êtes à la frontière ici, que personne ne passe qui n'aurait été contrôlé. Nous ne fermerons jamais la frontière avec la Guinée. C'est nous-mêmes. Mais nous allons contrôler. En faisant cela, nous allons même aider le peuple guinéen lui-même et nous aider nous aussi.
Donc pas de complaisance, il faut que tout soit fait avec la plus grande rigueur. On peut arrêter l'Ebola. On doit arrêter l'Ebola et on arrêtera l'Ebola, Inch'Allah. À Kouré-Malé, les agents de santé et les forces de sécurité travaillent en parfaite harmonie. Car ici, on est convaincu d'une chose, à savoir la lutte contre le virus Ebola ne saurait être la seule affaire des pouvoirs publics. Voilà, on ne peut plus clair. Aucun passager ne doit échapper au contrôle sanitaire, quelle que soit sa personnalité. Et des dispositions sont en cours pour mettre à contribution la protection civile et le personnel médical de l'armée dans cette lutte. Le président de la République a promis que nous devons d'arriver à bout de cette effroyable maladie. Et vous pourrez suivre après ce journal une interview du président de la République en Bamana sur Ebola. Le ministère de la Planification, de l'Aménagement du territoire et de la population s'attelle à l'élaboration d'un cadre méthodologique et institutionnel pour l'évaluation des politiques publiques au Mali. C'est à la faveur d'un atelier national de 2 jours qui regroupe les partenaires et les structures techniques ainsi que les représentants des différents départements ministériels. La rencontre vise à doter notre pays d'un cadre institutionnel et de procédures. Compte rendu, Moussa Fane. Au Mali, la revue du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté, CSLP 2002-2006, a révélé des faiblesses dans les dispositifs institutionnels de suivi et évaluation des politiques publiques. C'est fort de ce constat que le département de la planification a initié cette rencontre. Une rencontre qui a pour objectif d'apprécier la valeur d'une action publique au regard de certains critères, comme la pertinence, l'efficacité et la durabilité. Elle vise aussi à apporter des connaissances pour aider à la prise de décisions et éclairer le débat public. Je voudrais que cet atelier soit l'occasion d'engager une réflexion profonde sur l'évaluation des politiques publiques au Mali. Que de nos travaux sortent des recommandations pertinentes sur des propositions de cadre institutionnel, de démarches méthodologiques et de feuilles de route permettant au Mali de se doter d'un système d'évaluation des politiques publiques. Le rôle de l'évaluation est multiple. Elle permet non seulement de juger des succès et des échecs d'une politique ou d'un programme de développement, mais elle est également perçue comme un instrument de dialogue favorisant un retour rapide, à coût raisonnable, d'informations pertinentes sur les interventions. Selon le Premier ministre, l'évaluation des politiques publiques est plus que jamais nécessaire. La mise en place d'un tel système est une condition indispensable pour que les politiques publiques atteignent les résultats escomptés et contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le moment est venu de nous accorder sur une démarche méthodologique consensuelle, un cadre institutionnel adapté, des procédures claires et des rôles et responsabilités bien répartis entre toutes les parties prenantes de cette évaluation, nous permettant de soumettre nos politiques à un jugement objectif. Prennent part à cette rencontre les représentants de l'administration publique, des collectivités, de la société civile et des partenaires techniques et financiers. En sa qualité de président de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel, le gouvernement de la République du Mali organisera demain mardi 18 novembre au Centre international de conférence de Bamako la 3e réunion de la dite plateforme. Cette réunion, dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration africaine, sera l'occasion de faire le point entre autres de la mise en œuvre de la feuille de route de la présidence malienne de la plateforme, de la finalisation de la cartographie des stratégies Sahel et l'ébauche de leur analyse comparative. Un point de presse sera animé à l'issue des travaux de cette réunion de Bamako. Ouverture ce matin à l'hôtel Colibri d'un colloque sur le thème « Regard africain alternatif sur les questions de sécurité, les conflits et leur gestion en Afrique, le cas du Mali », organisé par le Forum civique, plusieurs experts d'Afrique et d'Europe, ainsi que la Fondation Rosa Luxembourg d'Allemagne et la Fondation Gabriel Péry de France prennent part aux débats qui vont durer 3 jours. Compte rendu signé Mahamadou Doumbia. Regard africain alternatif sur les questions de sécurité, les conflits et leur gestion en Afrique, le cas du Mali, c'est le thème d'un colloque international sur la sécurité au Sahel.
Initié par les forums civiques et la Fondation Rosa Luxembourg d'Allemagne, la Fondation Gabriel Péri de France, ce thème sera débattu par les experts venus d'horizons différents. Nous ne sommes pas ici seulement pour faire le procès de certaines situations en Afrique, mais surtout aider à la réflexion, à la construction d'alternatives nouvelles. Parce que jusqu'ici, les analyses sont venues d'ailleurs, avec des solutions clés en main. Des spécialistes venus d'Europe et d'ailleurs ont cogité sur nos problèmes, proposent des solutions. L'Afrique est aujourd'hui malade à cause des crises sociopolitiques, les guerres, le terrorisme, les divisions ethniques et l'usage de la religion à des fins islamistes. Pour le cas du Mali, quelles sont les causes véritables? Quels en sont les différents aspects? Que faire pour résoudre durablement cette crise? Voilà des questions qui seront débattues de fond en comble au cours de ce colloque. Cette situation nous interpelle désormais et commande une réponse appropriée aux multiples conflits que connaissent nos États, avec leurs corollaires, notamment la prolifération d'armes de petit calibre, de guerre, les actes de terrorisme, les trafics en tout genre, les crises humanitaires, y compris sanitaires et alimentaires, les déplacements massifs des populations. Les représentants de la Fondation Rosa Luxembourg d'Allemagne et ceux de Gabriel Péri de France, entre autres, ont tous estimé que ce colloque est d'une grande utilité parce qu'il permettra de débattre aussi les enjeux géopolitiques des crises en Afrique et spécifiquement au Mali. Une forte délégation malienne conduite par Madame le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille participe depuis ce matin à Addis Abeba en Éthiopie à la réunion sur l'examen de Beijing plus 20. Le programme d'action de Beijing a été adopté, on le rappelle, il y a plus de 20 ans par les États membres des Nations Unies. 20 ans après, les femmes se sont donné rendez-vous pour voir le chemin parcouru et dégager des perspectives. L'objectif principal de la conférence, c'est de donner aux États africains l'occasion d'examiner les progrès réalisés et de parvenir à un consensus sur la manière de s'attaquer aux obstacles qui empêchent de concrétiser l'autonomisation des femmes. Les experts qui ont donc débuté les travaux ce matin préparent la conférence ministérielle prévue mercredi prochain dans la capitale éthiopienne, nous signale notre correspondant depuis Addis Abeba, Alassane Djambele. Les députés, eux, étaient à l'écoute du gouvernement sur le contenu du pré-accord issu des négociations entre le gouvernement, les représentants des groupes armés. La séance plénière s'est déroulée à huis clos en présence du Premier ministre Moussa Mara. Si la majorité présidentielle trouve le document réaliste, par contre, l'opposition émet des réserves sur certains points. Nous écoutons respectivement Modi Ndiaye, président du groupe parlementaire VRD, et Seydou Dambélé du groupe parlementaire RPM, qui sont interrogés par Mohamed Diarra. Ce document à l'état actuel ne correspond pas du tout à ce que le peuple malien attend. Parce que manifestement, le document prend en compte dans les faits les questions essentielles qui constituaient des lignes rouges à ne pas franchir, notamment le fédéralisme qui ne dit pas son nom. Parce que l'entité Azawad apparaît dans ce document, et puis il y a beaucoup d'autres dispositions qui singularisent le Nord, et pour lesquelles d'ailleurs le périmètre du Nord n'est pas défini dans ce document. Qu'est-ce que vous proposez? La proposition à notre niveau consiste d'abord à remettre les discussions dans le sens d'une résolution de l'ensemble des problèmes de tout le peuple en même temps. Il s'agit dans tous les cas d'informer les populations sur le point du processus. Parce que moi je ne pense pas que ce soit même un pré-accord. C'est les points sur lesquels ils sont décidés à continuer le processus de discussion jusqu'à parvenir éventuellement à un pré-accord. Donc pour moi, le procédé est bon. L'opposition estime que ce document n'est pas réaliste. Dans tous les cas, ce n'est pas un document définitif. Je suis d'accord que la ligne rouge qui avait été tracée
si ces éléments se retrouvent dans les documents, il va falloir continuer toujours les échanges afin que nous restons dans les normes édictées par la feuille de route. Dans la feuille de route, il n'est pas question de fédéralisme, il n'est pas question d'Azawad, il n'est pas question de diviser, il s'agit de l'unicité du pays, il s'agit de la laïcité du pays, il s'agit de la forme républicaine de l'État. Restons avec les députés pour dire que le président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une délégation de parlementaires, effectue du 17 au 21 novembre courant une visite de travail en Turquie. Au cours de cette visite, le président Isiaka Sidibé sera reçu en audience par le président turc avec son homologue de la Turquie. Les présidents des deux parlements animeront plusieurs séances de travail sur des questions d'intérêt commun, sécurité, lutte contre le terrorisme et les menaces djihadistes, et aussi du renforcement de la diplomatie parlementaire et la coopération au sein de la Oumma islamique. Cette visite en Turquie du président de l'Assemblée nationale est la première visite de si haut niveau entre nos deux pays. Campagne de sensibilisation pour Alger, la primature organise un atelier national d'information et de sensibilisation sur les pourparlers intermaliens inclusifs de paix d'Alger. L'atelier vise à faire la restitution du contenu du document de paix élaboré par la médiation et proposé au gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de Ouagadougou ainsi que les groupes signataires de la plateforme. La cérémonie d'ouverture était présidée par le Premier ministre chef de gouvernement Moussa Mara en présence de notre reporter Daouda Sidiki Diarra. Après 2 phases de pourparlers à Alger, le gouvernement a décidé d'informer et de sensibiliser les communautés du Mali pour qu'elles comprennent mieux le contenu du document. Un document de 15 pages élaboré par la médiation. Ce document traite des principes et engagements généraux de l'accord, des questions politiques et institutionnelles, des questions de défense et de sécurité, des questions du développement socio-économique et culturel des régions du Nord. Nous sommes rendus du 19 au 23 octobre en Algérie pour recevoir ce document important que vous avez chacun, appelé élément pour un accord pour la paix et la réconciliation, qui d'abord est un document de synthèse. Et la synthèse en tant que telle a été présentée aux partis. Et les partis ont été invités à faire demander des éclaircissements et des clarifications. Le document n'a pas été négocié, il n'a pas été discuté. Il nous a été remis pour que nous puissions en prendre connaissance, formuler des observations et des recommandations et repartir maintenant à l'étape qui va être entamée le 20 novembre en Algérie pour cette fois-ci engager des discussions directes avec les autres partis et la médiation pour faire prendre en charge nos recommandations. Le document traite également le rejet de la violence, des problèmes d'emploi, entre autres. Après une lecture attentive, la partie malienne a fait des observations. Nous avons indiqué que la création d'une seconde chambre va nécessiter une révision constitutionnelle. Et une révision constitutionnelle, nous l'avons dit, est un processus en soi très complexe, avec beaucoup d'implications et de charges politiques et émotionnelles, mais aussi c'est un processus qui est onéreux, et c'est un processus dont personne ne peut garantir l'issue, parce que c'est le peuple souverain qui, en définitive, va être appelé à se prononcer. Pour le Premier ministre, la réforme de l'État constitue l'une des réponses à la crise. Moussa Mara appelle les Maliens à se donner la main pour bâtir notre pays. Donnons-nous la main pour bâtir ensemble un Mali uni dans sa diversité, qui donne la chance à chacun de ses enfants de bien vivre sa différence. Avec plus de pouvoir à la base, plus de moyens également et des marges de manœuvre nouvelles. Nous sommes également prêts à faire en sorte que les compétences, services, ressources humaines soient davantage mobilisées au service des élus et des communautés. Nous ne sommes prêts à toucher à ce qui fait le Mali, sa souveraineté d'État unitaire sur un espace occupé par des communautés variées mais complémentaires. L'armée nationale sera nationale, la monnaie sera nationale, les frontières seront nationales dans les limites reconnues internationalement, l'État sera national, républicain, laïque et démocratique. Cela n'est pas négociable et on le comprend parfaitement.
À ce stade des négociations, le chef du gouvernement n'a pas fait de langue de bois en rappelant certaines leçons de notre histoire. L'Azawad en tant qu'entité regroupant les régions de Tombouctou, Gao et Kidal n'existe pas. Cela n'est pas vrai historiquement. Cela n'a aucun fondement géographique et encore moins culturel. Cela est faux sur tous les plans. Alors pourquoi s'évertuer à donner un corps à une réalité qui n'existe pas? Les travaux de cet atelier de 2 jours se dérouleront en plénière avec 5 groupes thématiques. Le ministre de la Réconciliation nationale est depuis hier à Mauritanie, porteur des messages relatifs aux pourparlers en cours d'Alger. Le ministre Zahabi Ould Sidi Mohamed a été reçu par le Premier ministre mauritanien à qui il a remis le message du président Ibrahim Boubacar Keïta destiné à son frère, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président de l'Union africaine. Accompagné de certains membres de son cabinet et des experts, le ministre se rendra demain à Bassikounou pour rencontrer les réfugiés maliens et c'est là pour leur expliquer les pourparlers d'Alger et recueillir leur avis conformément aux attentes du gouvernement. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux demain dans nos éditions de demain. Clôture hier après-midi au Centre international de conférence de Bamako, les journées de réflexion de la plateforme des jeunes du Mali en Tesson sur la contribution aux négociations d'Alger. Pendant 2 jours, les participants ont passé au peigne fin le document de la médiation intitulé « Les éléments pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali ». Gaï Agibou Tal, compte rendu. Les travaux de la plateforme des jeunes du Mali en Tesson sur la contribution aux négociations d'Alger ont abouti à des recommandations précises. Les questions relatives à la souveraineté nationale, notamment la révision de la Constitution, doivent être discutées à l'interne avec la participation de l'ensemble des populations. L'État du Mali et la communauté internationale doivent se munir de tous les moyens et précautions pour s'assurer de l'application effective des dispositions de la charte adoptée de commun accord avec les mouvements armés. Les questions institutionnelles doivent être traitées en tenant uniquement compte des dispositions des textes législatifs et réglementaires de la décentralisation. Le gouvernement et la communauté internationale, avant l'adoption de tout accord engageant la souveraineté de notre pays, doivent consulter les populations, en particulier les jeunes. Ils ont attiré notre attention sur tout ce qui concerne l'importance de conserver la laïcité de notre République, l'indivisibilité de notre territoire. Ils remettent ça, mais cette fois-ci avec des propositions concrètes pour accompagner les autorités sur les négociations d'Alger. Et non seulement ils font des propositions concrètes, mais ils se proposent également d'accompagner tout le processus. Ils ont également décidé de faire une déclaration sur la maladie à virus Ebola. La plateforme a aussi félicité la communauté internationale et l'équipe de médiation des négociations intermaliennes pour la pertinence des propositions faites. Il nous faudra donc être prêts à jouer notre rôle dans le suivi de ce qui sortira d'Alger et dans l'accompagnement que nous pouvons apporter à sa mise en œuvre. Il s'agira pour la plateforme de veiller à tout moment aux intérêts des Maliens, à l'unité du pays, à la paix et à la réconciliation entre tous ses fils. Dans les jours à venir, les initiateurs de la plateforme des jeunes du Mali en Tesson se rendront à l'intérieur du pays pour informer davantage les populations sur les conclusions du forum. La synthèse de la médiation à Alger contient au moins 17 points critiques. C'est le constat du mouvement politique pour le Mali, MPM. Ce matin, l'association a présenté une lettre ouverte à la presse, un document de 7 pages qui est adressé au gouvernement de la République et aux organes de négociation d'Alger. La lettre ouverte contient également des observations de base. Et c'est l'ancien Premier ministre Mohamed Agamani qui préside le regroupement non politique de cette association. Compte rendu, Moïse Traoré. La lettre ouverte du mouvement patriotique pour le Mali, MPM, est un condensé d'observations et de points critiques de 7 pages. L'association regrette que les négociations d'Alger se tiennent avec des interlocuteurs encore armés et persistants dans l'occupation d'une partie du territoire. Le regroupement de cette association se fonde sur ce qu'il appelle « éléments pour un accord de paix et de réconciliation » pour formuler 17 points critiques. L'équilibrage de l'Assemblée nationale par modification du quota officiel, je cite, un député pour 60 000 habitants est injustifiable.
Un Kidalois ne pèse pas autant que 2 Ségoviens ou 2 Kaïsiens. L'idée de patrouille mixte valorisant les milices armées au préjudice de l'armée nationale est à bannir. Tout mouvement armé pourrait y exiger sa participation ou persister dans sa rébellion. De l'avis des conférenciers, l'architecture institutionnelle ne doit pas offrir un fédéralisme injustifié qui ne dit pas son nom. Les orateurs relèvent de multiples points non négligeables. Le découpage régional est acceptable, mais pas le redécoupage. Nous estimons que des réformes aussi importantes, aussi profondes, ne se font pas sous la menace des armes et en période de crise. Quand on a des réformes aussi profondes, aussi sérieuses, qui engagent l'avenir du pays et qui peuvent toucher aux sensibilités des gens et qui peuvent créer des problèmes, il vaut mieux surseoir jusqu'à ce que la stabilité soit rétablie. La plateforme des cadres et leaders tamashek pour l'unité nationale et le réseau Andi Action pour le développement et les perspectives sont membres du MPM. Civilisation par rapport à cet accord, pré-accord d'Alger se poursuit dans les régions. C'est ainsi que le ministre de la décentralisation et de la ville a rencontré toutes les forces vives de la 7e région. Objectif, échanger et recueillir leur point de vue sur le document issu des pourparlers d'Alger. Intéressés par ce processus, les acteurs de Gao ont bien contribué à l'émergence de bonnes idées favorables à ce document. Gao, compte rendu Boubacar Bablé-Touré. Cette rencontre du ministre de la décentralisation et de la ville avec la population à la base de Gao se tient en prélude de la 4e phase des pourparlers inclusifs à Alger. Elle visait à recueillir les préoccupations et les subjections des communautés de la 7e région en vue d'enrichir le document relatif au mémorandum pouvant aboutir à une paix durable. Élément pour un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. C'est ce document que la médiation a proposé aux partis, aux différentes parties, bien sûr au gouvernement et au mouvement, comme étant la synthèse d'abord des écoutes et des éléments de proposition qui peuvent permettre d'arriver à un accord. Les communautés à la base, composées de toutes les sensibilités socio-professionnelles, ont fait le tour d'horizon des questions allant dans le sens du respect de l'accord une fois signé, le désarmement et le cantonnement des groupes armés, la non-réinsertion des déserteurs de l'armée, entre autres. À toutes ces questions, la réponse des autorités est claire. Un État n'a pas le droit de s'énerver. Un État n'a pas le droit de se fâcher. Un État ne doit même pas dire des mots. Parce que nous parlons au nom d'un pays, de toute une nation. Voilà, donc c'est dur pour nous tous. Mais à la place où nous sommes aujourd'hui, nous sommes obligés d'assumer. Il y a des pays qui ont eu des crises plus graves que notre pays. Mais ces pays s'en sont sortis. Il n'y a pas de raison que nous, on n'arrive pas à s'en sortir. Nous avons les capacités de nous en sortir. Cette démarche participative et respectueuse de nos coutumes nous réconforte très sincèrement. Elle procède de votre volonté d'être fidèle aux aspirations profondes des communautés dans un Mali indivisible et laïque. Ces préoccupations et suggestions ainsi recueillies feront l'objet d'un atelier national dans le souci d'établir un document consensuel où tous les Maliens se reconnaîtront. Le même exercice a été observé à Tombouctou. Les membres de la plateforme des groupes armés qui participent aux négociations d'Alger viennent de procéder à la restitution des préaccords convenus entre le gouvernement, la médiation et les mouvements et groupes armés. Cette démarche, encore une fois, on le rappelle, avait pour objectif d'expliquer à la base le contenu du document avant le prochain round-up qui va commencer la semaine prochaine. Amma Abassissé, premier vice-président des mouvements des forces patriotiques de résistance, est au micro de Adama Djinde. C'était une mission qui a été dictée par la médiation internationale par rapport au document des éléments de paix que la Commission avait mis à notre disposition. Ce ne sont pas des accords qu'ils ont mis à notre disposition, ce sont des éléments des accords de paix qu'ils ont mis à notre disposition. Donc, nous sommes venus pour faire une restitution de ce document aux communautés de la région de Tombouctou pour que chacun puisse dire ce qu'il pense de cet élément des accords de paix, pour qu'ensemble nous puissions avoir la même vision, les mêmes directives dans le cadre de ces négociations.
On avait envoyé aussi une mission au niveau des groupes de mouvements qui se trouvent au niveau de la région pour les informer aussi de cette mission de sensibilisation et de paix et de réconciliation entre l'ensemble du nord du Mali. Il s'agit des Tamashek, qu'il s'agit des Arabes, qu'il s'agit des Soraï, qu'il s'agit des Peuls, des Bambara, des Bozo, toutes les composantes de la région de Tombouctou. Quels sont les 5 groupes armés qui sont ici? Vous avez les CMFR, vous avez MA, vous avez les CPA, les CMPA, aussi c'est un mouvement arabe d'Azawad parce que c'est nouvellement créé. Voilà donc ce que nous pouvons dire ce soir par rapport à cette campagne de sensibilisation sur le préaccord d'Alger. Et c'est parti, l'actualité sur un tout autre plan. C'est parti ce matin, les travaux de la session ordinaire de la Cour d'assises de Bamako. Cette dernière session de 2014 qui vient de s'ouvrir aujourd'hui va durer près d'un mois, sans dossier, avec près de 170 accusés, dont 60 qui répondront des affaires relatives à la délinquance économique et financière. Garibou Pérou, compte rendu. Des 100 accusés à travers 100 dossiers sont inscrits au rôle général de cette dernière session annuelle de la Cour d'appel de Bamako. Les faits déférés à l'examen de cette auguste cour, l'atteinte au bien public est mise en exergue. Dans son réquisitoire introductif, le premier président donne acte aux assesseurs. La sincérité et la fermeté conviennent à un homme propre et libre. Conservez le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions. Les mérites seuls doivent être magnifiés et non la fortune. Celui qui porte atteinte au bien public doit se convaincre qu'il n'a rien d'honorable en lui. S'il est admis que les hommes souhaitent vivre dans la paix et dans la sécurité, les délinquants, eux, espèrent sous la crainte et souvent sous la faiblesse des victimes, mais aussi de l'État, pour se faire toujours de nouvelles santé. Ce brave peuple ne mérite pas qu'un inconscient puisse lui voler 1 franc. Celui qui le fait n'est digne d'aucun respect. Au regard de la loi fondamentale, la justice va assumer ses responsabilités vis-à-vis du phénomène criminel pour la partie défense. Mais la justice ne va pas occulter les principes communs. Distribuer la justice est la chose la plus difficile qui soit. Parce qu'il ne s'agit ni de vendre, ni d'acheter. Juger son prochain n'est pas œuvre totalement humaine. Alors, la part humaine que vous avez, messieurs les assesseurs, madame les assesseurs, utilisez-la comme la dite d'Aguesson. Mieux que la répression, c'est ce mental au civisme qui peut constituer un bon remède pour avoir prise sur la commission de cette infraction et l'éviter. En tout état de cause, si la répression s'impose, la Cour la fera. Les fondateurs de cette nation avaient une crainte révérentielle et un profond respect du bien public, déclare le procureur général. Le plus souvent, ce sont les pauvres qui subissent le plus, car là où il sévit en parlant du mal, les ressources qui devraient être consacrées au développement sont détournées. Les gouvernements ont moins de moyens pour assurer les services de base. L'inégalité et l'injustice gagnent et les investisseurs et donateurs étrangers se découragent. Au cours de cette dernière session de la Cour d'appel de Bamako, les animateurs judiciaires vont procéder à une opération musclée afin de condamner les coupables et acquitter les innocents. Le Mali célébrera demain 18 novembre la journée africaine de la statistique dont l'objectif est de sensibiliser le grand public au rôle important de la statistique dans tous les aspects de la vie économique et sociale en Afrique. À cette occasion, écoutons les ministres de la planification, de l'aménagement du territoire et de la population. Il est au micro de Aldjouma Tina. Instituée lors de la 25e session de la Commission économique pour l'Afrique et la 16e réunion des ministres africains de l'économie et du plan, cette célébration offre l'occasion de promouvoir les grandes opérations statistiques telles que les recensements et les enquêtes. Pour relever le défi d'une meilleure accessibilité aux données, le gouvernement du Mali a adopté le nouveau schéma directeur de la statistique qui couvre la période 2015-2019. Ce schéma prévoit d'importantes activités d'amélioration du système de diffusion des données et d'amélioration de la culture statistique des décideurs et des populations pour une utilisation accrue des statistiques dans les processus de prise de décision.
Le nouveau schéma directeur de la statistique prend en compte les besoins spécifiques des collectivités territoriales décentralisées dans les perspectives du renforcement du processus de décentralisation préconisé par les États généraux. Le rôle de l'information statistique dans le processus de développement économique et social est fondamental. Ce rôle s'inscrit dans la démarche qui veut que la prise de décision se fasse sur la base de statistiques pertinentes. Le système statistique ne repose pas uniquement sur des statisticiens, mais aussi sur des médecins, agronomes, enseignants, policiers et une variété d'autres domaines dont les professionnels s'occupent de la collecte, de la compilation, du traitement et de l'analyse des données chiffrées. Nous continuons ce soir avec la série de concours pour désigner la plus belle fille du Mali. Mademoiselle Araba Minata Koulibaly, élève en classe de terminale au lycée d'Anzié-Koné de Koutiala, a été élue Miss Kidal 2014. Elle a été désignée samedi dernier à l'issue de la nuit ORTM Kidal délocalisée dans la capitale de l'Or Blanc, un événement culturel qui a mobilisé du beau monde sous la présence du gouverneur de la région de Kidal et en présence de Mme Berté Aïssata Bengali, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, marraine de l'événement. Compte rendu, Sefou Konaté. Pour cette édition, Miss ORTM Kidal 2014, délocalisée à Koutiala, le public de la capitale de l'Or Blanc a répondu pour être témoin de cet événement à la symbolique forte. En organisant cette fête dans la capitale de l'Or Blanc, Kidal veut démontrer aux yeux du monde que le Mali est un et indivisible. En acceptant de venir ici dans cette fête culturelle, vous soutenez l'unité de votre pays. J'allais dire notre pays. Et la fête peut alors commencer. Le groupe Akalowar, Abdoulaye Diabaté, Mamou Sidibé annonce alors les couleurs d'une bataille de la beauté qui s'annonce rude entre 9 candidates. 3 passages, dont un avec prise de parole devant un jury de 5 membres. Les jeunes filles ont fait étalage de la diversité culturelle de l'Adrar Foras avec les messages de paix et de réconciliation. À l'issue, le jury a désigné Mademoiselle Araba Minata Koulibaly, élève au lycée d'Anzié-Koné de Koutiala, Miss Kidal. Elle a comme dauphine Tacha Outi et Kiltoum Oualet Sidi Ali. Les mots me manquent pour exprimer tout ce dont je ressens du plus profond de mon être. La seule chose que je peux dire, c'est de dire merci au public et à ceux qui m'ont soutenu. Nous devrons tous œuvrer pour la paix et la tranquillité. Nous devrons tout faire pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Vous savez, ça c'est des actions culturelles qui sont nécessaires pour vraiment la jeunesse. Parrains et marraines sont tout simplement comblés. Kidal délocalisé à Koutiala, et quand on voit le décor, et quand on voit la musique, quand on voit l'habillement, quand on voit le public, la symbolique est très très forte. J'espère bien que bientôt nous irons faire pour l'élection de Miss 2015, nous pourrons la faire à Kidal, Inch'Allah. À l'heure des récompenses, la Miss enlève une montre Jakarta et aura la charge de représenter Kidal à la finale nationale du 21 novembre à Bamako. Miss ORTM Gao 2014 délocalisée à Douanza pour raison de sécurité a eu lieu. C'était vendredi dernier à la Maison des Arts et de la Culture de Douanza. C'était en présence de nombreux publics. Compte rendu signé Aliou Idrissa Meiga. Placée sous le signe de la paix et de la lutte contre la maladie à virus Ebola, l'édition 2014 de la nuit ORTM Gao a enregistré la participation de 10 postulantes. C'est finalement Mademoiselle Aïssata Yatara, élève au lycée de Douanza, qui a décroché la couronne. La première dauphine s'appelle Koumba Diarisso et la deuxième Fatal Moudou Touré. La femme est l'élément le plus important de l'existence. Elle est au début et à la fin de toutes nos entreprises. C'est pourquoi la Miss est pour nous un événement majeur. Nous pouvons bel et bien le célébrer à Gao, mais avec un petit pourcentage de risques, et nous voulons le fêter avec 0 risque. Donc il faut venir là où cet aspect existe.
Pour les autorités de Douanza, le choix porté sur leur localité est un honneur. Aujourd'hui, rien n'est de trop pour appuyer les plus hautes autorités à l'émergence d'une paix durable et définitive. Il y a lieu ici de féliciter le directeur général et le secrétaire général du comité syndical de l'ORTM et tout le personnel pour le choix porté à notre cité Douanza. Les artistes locaux invités pour la circonstance ont émerveillé le public qui a effectué le déplacement à travers chants et danses tout au long de la soirée. Miss ORTM 2014 sera connue vendredi prochain. Ça sera lors de la finale d'une soirée organisée par l'ORTM, communément appelée NU ORTM. La Super Coupe de basketball a été jouée le week-end dernier au Palais des Sports de la CI 2000 en dames. Le Djoliba AC a battu l'AS Commune 3 à 69-36. Chez les hommes, c'est le Stade malien de Bamako qui a fait la bonne affaire en s'imposant devant le CBD de Koulikoro 68-54. C'était sous la présence du ministre des Sports Ousseinou Amionguindo, compte rendu à sa Soumaré. Cette Super Coupe oppose les champions et les détenteurs de la Coupe du Mali. Elle annonce aussi l'ouverture de la saison 2014-2015. D'abord en dames, le Djoliba Athletic Club dans sa traditionnelle tenue rouge, champion du Mali, est face à l'AS Commune 3, détentrice de la Coupe du Mali. Les Rouges, handicapés de plusieurs absences, font confiance à leurs juniors et prennent le match à leur compte dès le départ. Les protégés de Amadou Bamba, s'appuyant sur une bonne défense, se détachent grâce notamment à Diéné Bandiaï, intenable. Dans la dernière partie du jeu, les communards essayent de relever la tête, mais il était trop tard. Le Djoliba avait une avance confortable pour conserver le score en sa faveur, 69-36. Le second match, celui des messieurs, Stade malien Centre Bintou Dambélé, CBD de Koulikoro de bleu vêtu, un remake de la Coupe du Mali entre ces deux formations. Méthodique et très adroit, les Blancs de Bamako se montrent impressionnants dans les shoots à distance pour creuser l'écart en début de la rencontre. Ils bouclent le premier acte 20-11 et à la mi-temps 34-25 toujours pour le Stade malien. De retour sur le plancher, les Blancs de Bamako passeront difficilement les deux derniers quarts-temps. Le CBD de Koulikoro s'incline finalement devant le Stade malien 54-68. Le Djoliba Dame et le Stade malien Homme s'adjugent les premiers trophées de la saison. Nous sommes lundi, la chronique santé est au centre de santé de référence de Kita où il existe unité de rééducation fonctionnelle intensive. C'est ce qu'on appelle UREMI et dans cette partie de l'hôpital, on ne s'occupe que des enfants sévèrement malnutris aigus avec complications. Ici, tout est fait pour que les tout petits retrouvent leur santé et leur croissance. Notre équipe de reportage, Fali Sidibé, Tchissera et Emmanuel Dambélé est allez voir. Une semaine que Adama Diabaté est aux côtés de son enfant de moins de 3 ans hospitalisé à l'unité de rééducation et d'éducation nutritionnelle intensive du centre de santé de référence de Kita. Elle a trouvé l'espoir et a déjà une idée de ce qu'est la malnutrition, mais reconnaît n'avoir pas été à la hauteur en matière d'alimentation de son enfant. L'unité de rééducation et d'éducation nutritionnelle intensive de Kita est la seule digne de ce nom dans la région de Kaï. Elle a été construite et équipée par l'ONG Action contre la faim qui recrute les patients souffrant de malnutrition aiguë sévère avec complications grâce au dépistage actif et au dépistage passif. La différence, c'est que le dépistage actif fait par les relais communautaires, le groupement de femmes, se fait seulement par le périmètre brachial, qui est un moyen très facile et rapide pour dépister la malnutrition. Et le dépistage au niveau des structures de santé, c'est plus élaboré parce qu'on prend le poids, la taille et puis on calcule le rapport poids-taille des enfants.
Mais bien sûr, dans ce type de dépistage, on regarde aussi les œdèmes. Les enfants hospitalisés ici viennent généralement des centres de santé communautaires, des relais et des groupements de femmes de village sur lesquels s'appuie l'ONG ACF. Ici, tout est fait pour mettre parents et enfants malnutris à l'aise. Pour l'enfant, on fait une prise en charge intégrée. On le prend totalement. Tout ce qui est par rapport aux médicaments, c'est gratuit. Et tout ce qui est par rapport à son aliment thérapeutique aussi est gratuit. Et l'hospitalisation est gratuite. La maman, sur le plan nourriture, c'est gratuit. Donc tout ce qui c'est pour ça qu'on appelle la prise en charge intégrée. Et cette prise en charge, elle est gratuite sur toutes les formes. Et en même temps, le transport aller-retour de ces femmes et de ces enfants est assuré par l'ACF. Le corps soignant doit faire face ici à plusieurs obstacles qui ne sont pas de nature à aider dans la lutte contre la malnutrition. Un grand effort doit être fourni au niveau de la communauté parce que il y a beaucoup de barrières qui ne peuvent pas être franchies tout de suite. Mais nous, donc, avec la communauté, on travaille là-dessus. Dans le cercle de Kita, le taux de malnutrition touche environ 7% des enfants de 0 à 5 ans. ACF et le personnel du centre de santé de référence reconnaissent que les actions préventives sur le terrain depuis 2007 commencent à porter fruit. En 2011-2012, le taux de malnutrition était de 9%, mais toujours certains parents n'hésitent pas à abandonner le traitement de leur enfant malgré les conditions. Le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite les candidats et les représentants de partis politiques dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain mardi 18 novembre pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h, Monsieur Paul Cissé, URD. Après ce journal, vous pourrez suivre le message de campagne du candidat de l'ADEMA PSG. Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication, le ministère de la Santé et de l'hygiène publique, en collaboration avec la Maison de la Presse, l'ACEP et l'URTEL, organise une journée d'information sur la maladie à virus Ebola demain, mardi 18 novembre, à la Maison de la Presse à partir de 9h30. La presse nationale et internationale est cordialement invitée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 10h, 13h, Mohamed Touré. Excellente nuit à tous. Au revoir.